Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Moi, ça me surprend toujours que quelqu'un qui pense que parce qu'on va te crier dessus, d'un coup, ça va être efficace. On peut le faire auprès de certains sportifs parce qu'on va jouer sur cette corde-là pour essayer de les remobiliser, mais ça peut être aussi déstabilisant. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce qu'on va te gueuler dessus en disant que tu vas y aller, que d'un coup, tu vas y aller. Il faut travailler sur la mise en confiance, sur la valorisation de la réussite, sur quel est le sens de cette activité-là, sur le plaisir. Rechercher le plaisir dans ce que tu réalises. Je pense plutôt que c'est ce type d'émotion-là qui peut être intéressant. Et s'il ne suffisait pas de vouloir gagner pour l'emporter. En tant que sportive très amateur, je pensais que le remède à mon manque de motivation, c'était la méthode Coué. Se répéter qu'on est champion ou championne, qu'on va y arriver et qu'on va tout casser. Puisque le sport est avant tout une affaire de corps et de performance, j'imaginais assez naïvement qu'il suffisait d'un état d'esprit gagnant pour laisser s'accomplir une prouesse majoritairement physique. Mais la tête et les jambes des sportives et des sportifs sont beaucoup plus reliées qu'on a voulu le croire au siècle dernier, et montrent que derrière le mental d'acier, il y a en réalité une grande complexité. Un équilibre délicat d'émotions et de sensations propre à chaque championne et à chaque champion. C'est pour ça qu'ils et elles sont de plus en plus nombreux à faire appel à un préparateur mental, tout aussi important pour eux que le préparateur physique, même si la démarche reste encore un peu taboue. Vous écoutez Du Sport, le podcast de la poésie, la beauté et la connaissance du sport. Dans ce nouvel épisode, je reçois, à distance, Hubert Ripoll, fondateur du premier laboratoire de psychologie cognitive appliquée au sport et professeur à la faculté des sciences du sport de l'université d'Aix-Marseille. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les champions et leurs émotions. Comprendre la maîtrise de soi » aux éditions Payot. Alors, Hubert Ripoll, vous avez travaillé et vous travaillez toujours comme préparateur mental. Et dans ce livre, vous interviewez 20 champions et championnes français, toutes disciplines confondues. Pour commencer, il faut peut-être définir de quoi on parle. C'est quoi une émotion ? Une émotion, c'est un sentiment qui va vous faire commuter avec ce qu'il y a de plus profond en vous. Elle a une valeur existentielle, elle vous définit dans vos rapports à l'existence, et ces émotions, dans la mesure où elles transcendent, vont permettre d'atteindre le maximum de soi. Ça, c'est le côté positif. Mais ces émotions, dans la mesure où elles peuvent abattre également, alors il va falloir faire le tri, éjecter tout ce qui n'est pas bonne émotion et conserver ce qui est bonne émotion. Ce qui me paraît incroyable, c'est que vous racontez dans votre livre qu'il n'y avait pas de préparation mentale en France jusqu'à très récemment. Dans les années 90, ce qui nous fait 2000 même, ce qui nous fait remonter à 20 ans, il n'était pas de bon temps de parler de préparation mentale. Pour gagner, il fallait d'abord avoir un corps extraordinaire, un potentiel moteur, et puis il fallait de la volonté. Vas-y petit gars. Mais vas-y petit gars, tous les petits gars ne peuvent pas y aller comme ça. Quelquefois, les petits gars ont besoin d'être aidés. Parmi mon panel, il y en a au moins un athlète ou une athlète qui travaille avec un préparateur mental sans que son entraîneur le sache. Et ça a été très 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 fréquent. Parce qu'il y avait un discrédit, parce que vous avez des émotions, mais c'est que vous êtes faible. C'est que vous êtes faible si vous avez des émotions. Le sport, c'est fait pour les forts et pour les fortes. Et maintenant, on sait très bien qu'il faut faire avec et qu'à un moment donné, il est nécessaire de se faire aider. C'est rentré progressivement, mais en fait, ce sont les athlètes eux-mêmes qui ont imposé cela, et pas le mouvement sportif qui a toujours été extrêmement rétrograde et vraiment souvent opposé à cela. Qu'est-ce que tu fais ?
Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Tu essaies de le pousser avec le doigt? Tout est dans ton esprit. Dis-toi que tu n'as plus de corps, mon garçon. Tout est là maintenant. Si tu veux bouger un objet, il faut le bouger avec ton esprit. Il faut te concentrer, si tu vois ce que je veux dire. Comment fais-tu ça? Il faut réunir toutes tes émotions, toute ta colère, tout ton amour, toute ta haine, et les pousser profondément au fond de ton estomac. Et ensuite, tu les fais exploser comme un réacteur. Contrairement à Patrick Swayze dans le film Ghost en 1990, les sportifs ne sont pas des fantômes, bien au contraire, puisqu'ils ont un corps qui est déjà très performant. Mais grâce à leurs émotions, ils peuvent encore améliorer la performance. Et en fait, vous dites qu'il y a 2 leviers pour ça. Il y a la maîtrise des émotions et les niveaux de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, la maîtrise des émotions, je le disais, c'est d'abord ne pas se laisser embarquer par des émotions qui peuvent vous atteindre psychologiquement. Celle qui fait que l'on a peur d'échouer, l'angoisse d'une balle de match, c'est ces moments-là qui sont difficiles à dépasser. Bon, donc inhiber toutes ces émotions négatives, se servir des émotions positives, et on en a. Et puis, tout cela vous met dans le meilleur état possible. Alors, quand je parle de niveau de conscience, c'est quelque chose qui est quand même assez mal connu. Le niveau de conscience, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez votre voiture et que vous allez quelque part, votre activité mentale n'est pas toujours la même. Elle est fonction de la circulation. Si quelqu'un vous presse à côté de vous, ça devient compliqué. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous conduisez, vous pouvez être en pilotage automatique. Et puis à un moment donné, il se passe quelque chose, vous allez basculer sur un état de conscience particulier qui va vous permettre d'être très attentif. Ça va durer quelques secondes, vous n'entendrez plus votre poste, et puis au bout d'un moment, voilà. Donc nous avons en permanence différents états de conscience qui se manifestent par un niveau de concentration particulier et un niveau d'attention particulier, très spécifique à l'activité. Le propre des sports, c'est que les contraintes des sports sont telles qu'il faut changer de niveau de conscience quasiment en permanence. Et l'objet de la préparation mentale, c'est d'apprendre à l'athlète à commuter sur le bon rapport, sur le bon état de conscience au moment particulier. Mais ça se joue quelquefois au centième de seconde près. Donc il faut être d'une précision tout à fait extrême. Donc vous voyez, il y a 2 choses. Gérer les émotions de manière être dans l'état optimal, et puis après gérer son système nerveux. Mais les émotions étant en relation avec le système nerveux, vous voyez que dans un cas, une émotion positive peut faciliter tout cela, une émotion négative peut inhiber tout cela. Bien campé sur ses talons ferrés à glace, il se tenait en équilibre instable sur les marches, et il se demandait si la secousse imprévisible n'allait pas le projeter sur le vieux guide qui taillait la glace. Alors, adieu à tous, et Servetas s'imaginait la dégringolade et les corps rebondissant d'un bord à l'autre du couloir. Peu à peu, l'angoisse qui lui serrait le cœur fit place à un sentiment nouveau, fait de force, de confiance en soi-même, de fierté. Les battements précipités de ses artères s'étaient calmés, et lorsque son tour vint de descendre, en dernier, moment délicat où il n'est plus question d'être aidé, il planta résolument les talons dans la pente, et face au vide, le piolet appuyé de côté pour maintenir l'équilibre, il rejoignit la caravane. Frison Roche, premier de cordée. L'appréhension, elle est un petit peu en amont, je dirais, un petit peu avant la phase de concentration, parce que justement, on a conscience de la vitesse, des mouvements de terrain, de la visibilité, puis après, quand on se met dans notre bulle, je pense que c'est important d'être dans un état où finalement le risque, j'y pense pas vraiment, je me dis juste de profiter de l'instant, et je me dis dans 1 minute 10, c'est fini, donc prends ta chance, quoi. J'ai demandé à Tessa Worley, double championne du monde de ski, de me raconter comment elle a abordé sa préparation mentale en tant que sportive.
Moi, j'avais gagné ma première Coupe du Monde en 2008 et je savais pas trop comment je l'avais gagnée en fait. Enfin, voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai skié, je pensais pas à la victoire. Dans un coin de ma tête, si, peut-être que oui, parce que je voulais être performante, mais j'osais pas imaginer un résultat bien concret, quoi. Et donc, cette première victoire arrive. Et en fait, une fois que la première victoire est là, et ben, on a envie de la répéter. On a envie de la revivre une fois. Et puis après, on a envie de la répéter le plus de fois possible. Et en fait, c'est là que ça se complique, quoi. C'est là que je me suis rendu compte que il fallait déjà que je trouve comment, dans ma tête, j'avais réussi à me mettre dans les bonnes conditions pour faire mon meilleur ski. Et puis, enlever cette notion de résultat, parce que maintenant qu'elle est rentrée dans ma tête et que je me suis sentie capable de gagner, c'est vrai que on le voit, quoi. C'est en plein milieu de notre ligne de mire et on se dit ouais, je peux gagner, je veux gagner, mais gagner implique d'être je disais la perfection n'existe pas, mais d'être proche de sa perfection, quoi, d'être à son meilleur niveau. Et ça, mentalement, ça implique beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Et c'est là que je me suis dit, ok, techniquement, je suis capable de rivaliser avec les meilleurs, mais pour gagner, c'est mon mental qui est encore pas assez entraîné et j'ai besoin de trouver mes solutions, quoi. Donc c'est à peu près à partir de ce moment-là dans ma carrière que la réflexion s'est faite. Pour être sûr que ça se produit, que comme ça, cette tension négative, elle s'en va au niveau du départ, est-ce que vous avez dû apprendre à faire quelque chose ou à mentalement vous préparer? Est-ce qu'il y a eu un apprentissage autour de ça? Oui, alors là, le plus gros apprentissage a été de savoir comment je fonctionnais en fait, quels étaient mes plus gros doutes, quels étaient les mots ou les choses que je pouvais me dire ou qu'on pouvait me dire pour me mettre en confiance et me mettre dans un bon état d'esprit. Ça, c'est le plus gros apprentissage. Après, j'ai utilisé plusieurs techniques aussi, mais c'était vraiment la connaissance de soi en fait, parce que je pense que les techniques ne sont pas valables pour tout le monde. J'ai commencé par prendre une prof de yoga qui a fait office de préparateur mental pendant quelques temps. Puis après, j'ai changé un petit peu pour aussi découvrir d'autres aspects de la préparation mentale. Donc oui, un préparateur mental. Et puis aujourd'hui, je m'oriente un petit peu plus vers un psychologue, tout simple, pas forcément du sport, ni pour la préparation mentale, mais plus un psychologue pour arriver à... En fait, ouais, être bien dans ma vie de tous les jours pour arriver à être en course bien. Et je pense avoir des outils maintenant de préparation mentale pure. Et aujourd'hui, ouais, j'ai envie que ce soit une globalité plus. Est-ce que vous avez un souvenir où vos émotions ont été pas bien gérées? Un truc qui vous est arrivé où vous vous dites « non mais plus jamais je fais ça ». Il m'est arrivé d'avoir des émotions et ne pas pouvoir les maîtriser du tout et de vivre une course, en fait de subir une course finalement. J'avais un état de fatigue qui m'a empêché un petit peu, la fatigue rend la gestion des émotions très très difficile. Et en fait, j'avais des pics comme ça durant toute ma préparation jusqu'à mon départ, sans arriver à trouver la balance, sans arriver à trouver le juste milieu. Et un coup, j'étais très stressée. Puis après, j'étais presque endormie. Je sentais pas mes muscles. Je sentais pas de motivation en moi. J'étais un petit peu lasse. Et du coup, j'ai voulu me rebooster. Puis en fait, me rebooster, ça m'a amené à avoir trop de pression. Enfin voilà, c'était vraiment... J'ai pas du tout réussi à maîtriser ma course. Et en fait, j'ai subi et ça m'a complètement... J'étais épuisée à la fin de ma journée. Je me suis en fait battue contre moi-même, vraiment. J'étais pas en symbiose avec moi et en symbiose avec mes skis, la piste, etc. Vraiment, je sentais que c'était un combat du début jusqu'à la fin. Sur cette portion. Oh non, c'est pas vrai, la chute pour Tessa Worley au même endroit que Ravensburg. Prends des risques, hein, Tessa, là, en ce moment. C'est pas possible, c'est pas possible. J'espère que ça va. Ça a l'air. Ouais. Ou ça l'a secoué là quand même. Hein. Elle a pris la porte là. Voilà, c'est de l'engagement. Elle est sur le fil, hein, Tessa. On sent qu'elle veut aller chercher ce podium. La déception, la colère, le découragement. Pour Bruno Cremonesi, du Syndicat national d'éducation physique, le SNEP, ces émotions négatives sont à prendre en compte autant, voire plus, que les recherches d'émotions positives, surtout lorsqu'il s'agit d'émotions collectives. Perdre, pour certains gamins,
c'est comme un peu perdre la vie. Hein. Donc, ils vont tout faire pour surtout ne pas perdre la vie. Ils jouent leur vie. Moi, je ne suis pas pour dire, du coup, on supprime le score, on supprime tout pour éviter qu'ils aient à gérer cette question-là. Parce que finalement, si tu fais ça, c'est le modèle dominant qui persiste. Et eux, ils vont compter les points. Et dès qu'ils sont sortis du cours de PS, ils vont bien entendu être sur gagnant, perdant. Moi, je suis pour vraiment faire en sorte que on travaille sur ce sujet-là et qu'on montre en fait que le perdant n'est pas l'éliminer du jeu, n'est pas le supprimer du jeu. Que le perdant a cette possibilité, et c'est la condition hein, pour que le jeu puisse continuer et persister, que le perdant a la possibilité de pouvoir retenter sa chance contre le gagnant sans être humilié et sans devoir perdre totalement la face. Et donc, ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire mettre des gamins dans une situation de tension où vraiment on joue pour de vrai et à fond, et pour autant travailler à ce que on les laisse pas à l'abandon de gagner, perdu, puis terminé. Hubert Ribold travaille comme préparateur mental, aussi bien pour des sportifs individuels que pour des équipes. Et auprès de quasiment tous les athlètes, il a recueilli le même témoignage. Au bout de plusieurs années d'efforts et de pratiques, ils connaissent un jour un sentiment unique qu'il a nommé l'état de grâce. Alors, l'état de grâce, c'est un état qui est euphorique, où l'on est capable des choses les plus impensables, et notamment parce qu'il y a une transformation des perceptions. Toutes les perceptions, toutes les sensations sont transformées. Pour ceux qui pratiquent des sports de vitesse, ils peuvent se sentir performer au ralenti. C'est donc un état qui n'est pas, entre guillemets, normal, et qui est un état qui est souvent nécessaire lorsque l'on est dans des compétitions de niveau extrême. C'est une transformation de leur état mental qui permet une adaptation extrême à la situation qu'ils sont en train de vivre. Ces états mentaux, je les ai décrits chez des grands créateurs de la même façon. Des grands mathématiciens, des grands physiciens, des grands chimistes, des écrivains, des architectes, des cinéastes, et ainsi de suite. Dans mon livre, par exemple, sur les 20 ou les 22 qui ont participé, une seule n'a jamais connu cet état-là. Ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde. Vous voyez, donc ne désespérez pas. Regardez son coup d'essai. Comme s'il était en quête de quelque chose. Et il trouve. Il fait en sorte de se placer exactement au milieu. Le swing parfait est là, il se tient prêt à s'inviter en chacun de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'éviter de se placer en travers de sa route. C'est lui qui nous choisit. Mes 2 courses sur les championnats du monde, où je suis championne du monde, ça a été vraiment des journées de A à Z que je qualifierais de parfaites quasiment. C'était vraiment, de me lever le matin, j'étais pleine d'énergie, j'étais à la fois déjà dans une phase de concentration et en même temps cette adrénaline et cette excitation d'aller sur la compétition. Mais mon excitation était vraiment présente, mais à la fois j'étais assez sereine, assez posée. Et du coup, ma matinée, s'est passée sans accroc, quoi. Alors, par exemple, j'ai fait des fautes, mais cette petite faute, j'ai pu rapidement la corriger. J'étais assez présente pour me remettre tout de suite dans ma course. Ça m'a pas inquiétée. Je me suis pas démobilisée en me disant, ça y est, c'est foutu. Je vais pas arriver à être championne du monde. Non, j'ai continué à faire ce que je faisais, en fait. Et voilà, c'était une très belle journée parce qu'en plus, tout était réuni, quoi. Partager aussi les émotions à la fin de la course avec mes proches le public, mon équipe. Donc non, voilà, c'était marrant. C'était une journée sans accroc, je dirais. Je la qualifierais comme ça. Voilà. Non, Tessa Worley qui s'est fait une grosse frayeur dès le départ. Allez, on se remobilise, on se reconcentre. Elle sait qu'elle maîtrise parfaitement cette piste, cette neige. Pour moi, c'est une forme d'état de grâce parce qu'en fait, comme je le disais, j'ai pu faire des fautes. Le ski n'est pas un sport de perfection. On ne voit personne gagner une course
avec une technique parfaite et sans faire aucune faute. Mais en fait, le moment de grâce, c'est ça, c'est d'être vraiment en phase avec soi-même, d'arriver à être à la fois concentré, motivé, à la fois posé, avoir assez de lucidité pour réagir et en même temps faire les choses avec automatisme. Voilà, être en harmonie un petit peu, le corps et l'esprit. Qui est parti maintenant, la pluie du Grand Bornand, 1m52 seulement, mais c'est une géantissime, Tessa Worley qui remporte son 2e titre mondial ici, le 3e de sa carrière. Bravo Tessa Worley, championne du monde, énormissime. Les paroles de son entraîneur résonnent dans la tête de Richard, qui les accueille en pensant au combat qu'il mène depuis des mois contre l'anxiété. Oui, seule la concentration pourra le sauver. La concentration jusqu'à l'éblouissement, jusqu'à l'expansion de la lumière blanche dans son champ de vision, quand il fixe un point invisible devant lui. Les épreuves commencent. Il perçoit le trac, ou la confiance qui anime les autres, absorbe leur humeur dans une léthargie maîtrisée, puis revient au sautoir. Aux sensations des jambes. C'est à son tour. Il ferme quelques instants les yeux, happé par la lueur orange qui vibre derrière ses paupières. Il les rouvre, il fait monter le silence. Il voit son saut. Il réagit instantanément. Impulsion, mouvement des bras, appui profond des jambes. Il s'élance dans les airs. Un millième de seconde plus tôt, il s'assoit sur la barre. Un millième de seconde plus tard, il la fait tomber. Mais le mouvement s'accomplit. Fanny Wallendorf l'appelle. Je nous souhaite à tous, chères auditrices et auditeurs, de connaître un jour l'état de grâce décrit par Hubert Ripoll et Tessa Worley. En attendant, c'est la fin de l'épisode 15 de Du Sport. Merci à Christian Couturier et Bruno Cremonesi du SNEP, le syndicat national d'éducation physique, et à toute l'équipe de Binge Audio.